À l'heure où les États-Unis prônent la liberté d'expression, difficile d'imaginer le cinéma américain sous la censure. Et pourtant, dans les années 1930, le cinéma hollywoodien va vivre deux changements majeurs, les films parlés et la censure. Alors que le cinéma est en train de prendre une place de plus en plus importante aux États-Unis, des drames et des affaires largement médiatisées vont venir salir l'image des studios américains. En plein âge d'or, ils vont alors décider de s'auto-censurer, à tel point que certaines habitudes vont disparaître de la vie des personnages, que des pièces de la maison vont rester mystérieusement fermées. Bienvenue dans le monde merveilleux du cinéma classique, où les personnages ne vont jamais aux toilettes. Et oui, dans le monde parfait du cinéma américain, les personnages ne semblent tout simplement pas avoir de besoins naturels. Ils existent dans une réalité étrange et pure, avec des gros guillemets, où les toilettes n'existent pas. Pendant des années entières, Hollywood a préféré montrer des cow-boys se tirer dessus à bout portant plutôt qu'un produit en céramique propre et brillant que tout le monde utilise. Et je ne parle que du toilette en lui-même, je ne parle pas de voir quelqu'un en action dessus où le mécanisme en marche. La pièce, en elle-même, gêne à l'écran. Mais pourquoi ? Ah oui, au fait, moi c'est Clément. Je travaille à la compagnie des déboucheurs, mais à la base, je voulais faire des vidéos. Du coup, on s'est mis d'accord, on se lance sur YouTube pour vous raconter des histoires passionnantes vues des toilettes. Et je vous jure qu'il y en a. Pour ouvrir ses chakras, hein? Et pas la chanteuse. Allez, je vous interromps pas plus longtemps, on y retourne. Il faut remonter dans les années 1920, il y a plus de 100 ans, pour comprendre toute l'envergure du problème. En une dizaine d'années, plusieurs affaires sont venues ternir l'image des studios hollywoodiens. Je vous donne un exemple, et je pèse mes mots en disant que cet événement-là aurait pu, à lui seul, couler Hollywood. Entre 1921 et 1922, on assiste au procès de Roscoe Arbuckle. Roscoe, c'est le comédien du moment. Il est l'inventeur du lancer de tarte à la crème, ou du moins celui qui l'a popularisé. Il est aussi le mentor de Buster Keaton. Et c'est l'un des premiers comédiens à gagner plus d'1 million de dollars par an à Hollywood. Roscoe est donc une énorme star à cette époque-là, mais c'est surtout un énorme fêtard. En septembre 1921, il passe 3 jours entiers à faire la fête dans des suites de luxe. Et il s'entoure d'autres stars et de mannequins. Jusque-là, on n'aurait pas grand-chose à lui reprocher, mais c'est à la fin de ces 3 jours qu'il va se passer quelque chose de dramatique. À la fin de ces 3 jours, il est accusé du viol et de l'homicide involontaire de la mannequin Virginia Rappe, promis un avenir radieux à Hollywood. Roscoe enchaîne donc 3 procès avant d'être finalement acquitté. La presse s'est emparée de l'affaire et le public a fait son choix. Roscoe Arbuckle était devenu et restera pendant des années entières la figure de la débauche hollywoodienne. Ses films sont boycottés, les salles qui diffusent encore ses films sont envahies et détruites. C'est le début de la descente aux enfers pour Hollywood. Ça, c'est un peu ce qui met le feu aux poudres, mais il y a encore beaucoup d'autres affaires qui vont suivre. En 1922, le réalisateur William Taylor est assassiné, tout simplement, et l'affaire ne sera jamais résolue. 2 ans après, en 1924, l'acteur Thomas Ince meurt sur un yacht, probablement suite à une crise cardiaque, mais une rumeur de disparition sur fond de jalousie naît dans les presses à scandale et le public s'en empare. En 1932, l'actrice Peg Entwistle, alors bien en vogue à l'époque, se voit annuler son contrat par la RKO Pictures et décide de mettre fin à ses jours en escaladant les lettres d'Hollywood. Toujours en 1932, Paul Bern, alors producteur à la MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer, épouse l'actrice Jan Harlow, avant de se donner la mort quelques jours plus tard, l'occasion pour la presse de blâmer l'actrice et pour les studios concurrents de l'humilier sur la place publique. Je ne vous donne que quelques faits, il y en a plein d'autres, mais en gros, à cette époque, Hollywood ne va pas bien du tout. Mais le pire dans tout ça, le pire, parce que jusque-là ça allait, c'est que la Jan Harlow dont je vous parlais juste avant, elle incarnait une femme beaucoup trop libre pour l'époque. Elle aborde dans ses films les thèmes du divorce, voire de l'adultère, elle embrasse des hommes avec qui elle n'est pas mariée, et même que des fois, elle porte pas de soutien-gorge. Et on en rigole comme ça, mais à l'époque, en 1930, voir une femme embrasser un homme marié, c'est grave.
Et quand elle ne porte pas de soutien-gorge sous sa blouse, ça fait réagir. Ça porte gravement atteinte aux mœurs américaines de l'époque, peut-être même plus que la rubrique nécrologique que je viens de vous faire. Ça prend une telle ampleur que le gouvernement américain lui-même laisse planer la menace d'une censure pour les films hollywoodiens. Hollywood est en difficulté. Son image est salie par ses scandales à répétition et par des films trop ouverts d'esprit. Alors, en 1930, ils prennent le taureau par les cornes et décident de créer, accrochez-vous à votre anglais, le Motion Picture Production Code, plus connu sous le nom de Code Hays. Ce code, c'est un ensemble de règles rigides conçues pour polir l'image du cinéma américain et protéger les standards moraux de l'époque. Et il sera appliqué à la lettre et sans exception à partir de 1934. Le code était d'une précision obsessionnelle. Et si un film ne respecte pas l'un de ces critères, il ne sera jamais publié. Du moins pas tant que là où les scènes concernées ne seront pas supprimées du film. Je vous donne 2-3 interdictions citées dans ce code. Le code Hays interdisait les insultes et les injures, les personnes nues ou en partie nues, et les histoires de crimes qui vous faisaient ressentir de la tendresse ou de la passion pour le tueur. Les baisers passionnés, les baisers entre amoureux, ne devaient pas durer plus de 3 secondes. Les couples mariés devaient dormir dans des lits jumeaux séparés. Un couple. Séparé. On y trouve même une interdiction stricte du nombril. Le code était tellement spécifique qu'il interdisait, je cite parce que je ne peux pas vous l'inventer ça, un mouvement excessif du haut du corps alors que les pieds restaient immobiles. En gros, tout ce qui peut faire allusion à une tentative de séduction même très lointaine, c'est non. C'est une censure extrême dont le but est de blanchir l'image des studios américains. Et attention, question, où se met-on nu totalement ou en partie ? Bravo, la salle de bain ou les toilettes. Bien qu'on ne trouve aucune interdiction précise de cette pièce dans le code Hays, il interdisait quand même explicitement les gags de toilettes et l'humour scatologique, considérés comme étant vulgaires. Pour les studios, l'idée même de montrer des toilettes était tout simplement impensable. Autant vous dire que cette chaîne aurait été très vite censurée en 1930. Une salle à manger, d'accord, ça va avec l'image unie et parfaite traditionnelle de la famille qu'il voulait montrer, mais des toilettes. C'est un rappel bien trop brutal et bien trop explicite de nos réalités biologiques qui n'avaient pas leur place dans la fantaisie polie du cinéma. Du coup, les toilettes vont disparaître d'eux-mêmes entre 1930 et 1960. 30 ans sans se laver et sans aller aux toilettes. Pendant 3 décennies, les salles de bain et les toilettes vont rester fermées, tout ça jusqu'en 1957. Ok, je sais, je vous ai dit 1960 il y a 20 secondes, mais attendez un peu. Il y a eu un cas particulier. En octobre 1957, la série télévisée Leave It to Beaver, que je pourrais vous traduire, Leave It to Beaver. Leave It to Beaver, ça aurait été Petit Poucet l'espiègle ou Les Aventures de Beaver. Retenons Leave It to Beaver. En octobre 1957, la série Leave It to Beaver voit le jour. On suit les aventures d'une famille traditionnelle américaine de cette époque. Mais, dès le 2e épisode, il y a un problème. Cet épisode a dû être décalé de plusieurs jours en raison de la censure du code Hays. Et cette raison, elle peut nous paraître tout à fait absurde, mais elle était complètement logique à l'époque. Dans cet épisode, les enfants de la famille commandent un bébé alligator dans un magazine pour 2,50$. C'est les États-Unis. Pour le cacher, ils décident donc de le mettre dans la salle de bain, mais dans la baignoire, ce serait trop grillé, donc ils le mettent dans les toilettes. Et dans la première version de cet épisode, on voit les toilettes, en entier. Et ça, évidemment, ça ne passe pas. Alors pour garder l'histoire intacte, les producteurs ont dû faire un choix un petit peu bizarre, montrer seulement le réservoir des toilettes, mais jamais la cuvette. C'est cette première entorse à la règle non dite du code Hays qui va ouvrir la brèche, dans laquelle ne vont pas tarder à s'enfoncer d'autres réalisateurs. Dès la fin des années 50, le code Hays perd de son emprise. La télévision concurrence désormais le cinéma, elle prend de plus en plus de place dans les foyers américains, et des films étrangers plus audacieux et moins limités montrent des choses dont Hollywood se prive, toujours dans le but de préserver son image et de faire la propagande d'une vie parfaite et idéalisée. Le système était fragile et il faudra attendre 1960, donc, on y arrive, pour qu'un maître du suspense lui porte un coup fatal. Monsieur Alfred Hitchcock. Sa renommée n'est plus à faire, mais
Hitchcock était un cinéaste qui aimait repousser les limites et se moquer malicieusement de la censure. Déjà, en 1946, il contourne une première règle, écrite dans ce code Hays, avec son film Les Enchaînés, celle du baiser de 3 secondes. Pour montrer son désaccord, il a respecté la consigne à la lettre. C'est là où c'est un petit peu paradoxal, il a demandé à ses acteurs de s'embrasser 2 secondes, pas plus. Et de s'arrêter. Et de recommencer. Et de s'arrêter, et de recommencer, ainsi de suite. Le tout pendant 2 minutes 30. Et c'est 14 ans plus tard, en 1960 donc, avec son chef-d'œuvre Psychose, qu'il a décidé d'arrêter définitivement de suivre les règles. Il était déterminé à faire un film qui ne soit pas seulement effrayant, mais profondément troublant par son réalisme. Il a oublié le cinéma hollywoodien pour se rapprocher de la vie, la vraie. Et pour ça, il a dû briser le tabou le plus absurde d'Hollywood. La scène qui a fait trembler le cinéma ne dure que 2 secondes. Je ne vous refais pas toute l'histoire, mais en gros, Marion Crane, qu'on suit dans le film, arrive à un motel après avoir volé l'argent de son patron. Mais elle décide finalement de le rembourser, donc elle s'assoit à un bureau, fait quelques calculs sur son calepin, déchire la feuille et s'apprête à jeter cette feuille à la poubelle. Mais elle s'arrête, elle se dirige finalement vers la salle de bain et décide de jeter les petits bouts de papier dans les toilettes avant de les faire disparaître en tirant la chasse. Petite pause pour un petit conseil ici, ne le faites pas, ça bouge vos toilettes. Et après, douche, couteau, sang, cette scène-là, on la connaît, elle a fait le tour du monde, mais je vous jure que la vraie scène choquante dans ce film, c'est la chasse d'eau. Aux yeux des studios qui luttaient encore pour que la censure tienne bon, la scène des toilettes est plus offensante que le meurtre qui suit. Il faut vous rendre compte d'une chose, c'est la première fois qu'un Américain voit une chasse d'eau en fonctionnement au cinéma, alors que des meurtres, il en a déjà vu plein. Aujourd'hui, la scène est banale, mais dans les années 60, c'est un tremblement de terre. Et Hitchcock ne s'est pas juste contenté de montrer ce toilette, il s'est concentré dessus. Marion hésite au moment de jeter son papier à la poubelle avant de se tourner vers les toilettes. La caméra s'incline vers le bas et filme l'eau qui tourne à l'intérieur de la cuvette en emportant les morceaux de papier. C'est un vrai doigt d'honneur à la censure hollywoodienne en vigueur à l'époque. Le scénariste Joseph Stefano savait exactement ce qu'il faisait. Pour donner plus de réalisme à la scène, il avait besoin de montrer du vrai, du concret, de rentrer dans l'intimité des personnages. Et cette chasse d'eau, c'est le préambule de l'horreur qui suit, avec Marion qui se fait sauvagement assassiner sous sa douche. Ce qui est très drôle, c'est que Joseph Stefano et Alfred Hitchcock ont dû négocier auprès des studios américains pour maintenir cette scène à l'écran, en expliquant qu'elle apportait une vraie utilité à la scène, notamment pour l'enquête qui va suivre. Là, Hitchcock fait le tiercé dans l'ordre pour abattre le code Hays. Une femme autonome qui vole de l'argent à son patron, des toilettes en marche, et cette même femme qui prend une douche. Point final pour la censure hollywoodienne. Cette seule chasse d'eau a aidé à instaurer une nouvelle ère de réalisme dans le cinéma américain et même dans le cinéma mondial. Ce que Psychose a commencé, la télé allait bientôt le poursuivre et les réseaux sociaux allaient enfoncer le clou. Un peu trop. À partir des années 70, à la télé comme au cinéma, le tabou commence à s'effondrer petit à petit. Et les toilettes reprennent leur place. Ils deviennent même un élément crucial dans le scénario. On commence à comprendre doucement ce que peuvent apporter les toilettes au cinéma. Ils passent du monstre à cacher sous le lit à un symbole de réalité, de réalisme. Les toilettes, ça devient un peu le label rouge de la vraie vie au cinéma. Dans les années qui suivent, ils viennent donc en renfort du scénario, que ce soit pour le drame, l'humour, l'horreur, ou un peu détroit comme dans Trainspotting par exemple. Ceux qui l'ont vu savent très bien de quoi je parle, parce qu'elle est aussi drôle qu'elle donne envie de vomir. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, on voit Obi-Wan Kenobi plonger dans les pires toilettes d'Écosse pour y récupérer des pilules, dans une séquence surréaliste, et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, et pour ceux qui ne savent pas qui est Obi-Wan Kenobi, c'est le mec qui danse dans le Moulin Rouge. Dans L'Arme Fatale 2, le personnage de Donnie Glover est coincé sur des toilettes piégées par une bombe. Et si cette scène de déminage aurait pu avoir lieu partout, elle est rendue beaucoup plus réaliste et beaucoup plus proche du public par le lieu où elle se tourne. Parce que personne ne veut mourir sur des toilettes. Ce sera d'ailleurs un élément central de certaines scènes violentes et même meurtrières dans Pulp Fiction.
Et plus le temps passe, plus on voit des toilettes au cinéma. Je ne sais pas exactement dans combien de films on voit des toilettes depuis les années 2000, mais il y en a une tonne. Slumdog Millionnaire, Bridesmaid, Dumb and Dumber, Parasite, No Country for Old Men, Harry Potter, Scary Movie, Toy Story, même dans Cars, il y a des toilettes. Il y a même eu en 2023 un film dédié entièrement aux toilettes japonaises. L'histoire des toilettes au cinéma, c'est une métaphore parfaite pour illustrer le combat entre la censure et la liberté créative. Alfred Hitchcock qui filme une chasse d'eau, c'est un acte de rébellion contre la censure globale au cinéma. Et finalement, on se dit que ce bout de papier jeté dans les toilettes dans Psychose en 1960, c'est un bout de la censure qu'il fait disparaître, laissant la place aux toilettes, c'est sûr, mais aussi et surtout à tous les autres aspects de la vie qui étaient censurés dans le Code Hays. Merci d'avoir suivi cette petite histoire du toilette au cinéma et à bientôt pour une prochaine vidéo sur la pièce la plus utilisée dans le monde.